Donc on va redémarrer à la fois en salle et puis il y a une petite trentaine de personnes là qui sont également derrière leur ordinateur en distanciel. Donc on va attaquer les deux et troisième parties des exposés du matin. Donc là on va attaquer la partie qu'on a appelée contaminants chimiques organiques avec un exposé de Pierre Benoît de l'INRAE, puis de Charles Motte, que je vois également connecté, que vous connaissez, qui est un Cyradien de l'UR 6. Ensuite, on passera aux contaminants chimiques inorganiques avec un exposé d'Emmanuel Dolch, de l'unité recyclage et risque. Et on terminera, mais je le représenterai tout à l'heure, avec un exposé sur les aspects d'évaluation, qui sera l'exposé de conclusion de la matinée par Ralph Rosenbaum. Pierre, nous t'écoutons. Je passe tes diapos, tu me dis. D'accord, merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc voilà, je vous fais un exposé un peu introductif sur la thématique contaminants organiques. C'est issu de différents travaux avec pas mal de collaborateurs, notamment du CIRAD, qui sont là présents aujourd'hui. Euh, donc tu peux passer à la suivante, Mathieu, s'il te plaît. Donc ça, c'est une diapo que j'ai empruntée à Christian Mougin. Peut-être que tu l'as présentée avant, Christian, c'est pas consulté, mais bon, c'est pour insister sur le fait qu'il y a une problématique aujourd'hui, et c'est le sujet de votre séminaire, de contamination généralisée qui va en fait de pratiques agricoles jusqu'à l'impact santé humaine via différents compartiments et via aussi l'alimentation. Donc on parle d'exposome et d'exposition des populations. Et parmi les contaminants impliqués, bien sûr, il y a les contaminants organiques. Et ce schéma, il me plaît bien parce qu'il met quand même au centre du système le sol, et c'est un peu le sujet que je vais développer aujourd'hui, le sol qui est le réceptacle de différents contaminants, de différentes sources, mais qui échange aussi avec d'autres compartiments comme l'air et les eaux, et puis qui est bien sûr le support des productions agricoles et alimentaires, et du coup, il a un rôle essentiel dans l'exposition finalement des écosystèmes et des humains. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Donc c'est un peu la même idée ici, ça c'est une diapositive empruntée à des collègues qui animent un métaprogramme à INRAE. On a des métaprogrammes qui sont des actions transversales, interdisciplinaires. Il y en a un autour justement de la sécurité des systèmes alimentaires, qui s'appelle CIALSA, son petit nom. Et là, vous voyez en fait ce lien assez important entre la façon dont on se nourrit, dont on produit l'alimentation et les impacts sur l'environnement et la santé. Voilà, donc les contaminants organiques, c'est une composante de cet exposome lié au système agroalimentaire. Pardon. Suivante, Mathieu, s'il te plaît. Donc, une des caractéristiques des contaminants organiques, c'est, vous le savez tous, c'est leur diversité, leur multi-sources. Ils sont originaires de différents usages et donc il y a des contaminations multiples présentes dans les écosystèmes, en particulier dans les écosystèmes agricoles, mais partout d'ailleurs. Donc là, vous avez en gros, selon les grandes trois catégories d'origine, activité industrielle, urbaine et agricole, des polluants qui sont répartis par grandes familles chimiques. Et il y en a tout un tas, en fait, ils sont très nombreux, il y a des milliers de composés, certains dont on ne connaît pas encore vraiment l'existence, parce que ce sont des produits de transformation, j'en parlerai un peu après. Voilà, donc c'est juste pour brosser l'idée de la complexité des molécules plutôt persistantes comme des polychlorobiphéniles ou des dioxines et des furanes, mais aussi des composés qui sont extrêmement volatiles, qui vont partir vers l'atmosphère, des composés d'origine agricole, les pesticides bien sûr, ou des produits vétérinaires, mais il y a plein d'autres composés qui sont dans des produits de consommation courante et qui aujourd'hui se retrouvent et sont mesurés dans l'environnement. Voilà, diapo suivante. Je vais donner un exemple de complexité avec les perfluorés, les composés qu'on appelle des PFAS. Donc c'est juste pour, là c'est une diapositive que j'ai empruntée d'une publi qui a fait une revue Biblio il y a quelques années qui décompose en fait cette grande famille des composés perfluorés qui sont utilisés dans plein de produits en fait d'utilisation courante ou industrielle et qu'on retrouve finalement dans les eaux usées et dans l'environnement et qui ont des caractéristiques de persistance importante, de mobilité,
Du coup, ils sont assez bioaccumulables et ils sont, pour certains, assez toxiques. Et bon, ça fait aujourd'hui, depuis quelques années, la chronique, et c'est des choses qu'on ne mesurait pas tellement avant et qu'on a aujourd'hui à s'occuper. Et il y a, vous voyez sur cette figure, on ne voit peut-être pas très bien, mais il y a différentes classes liées à la structure chimique de ces composés. Et il y a des composés qu'on sait mesurer, d'autres euh, qu'on a moins l'habitude de mesurer aujourd'hui. Et c'est très complexe en fait de démêler le comportement de chacun des composés en lien avec le nombre et la catégorie ou la sous-catégorie auxquelles ils appartiennent. Voilà, donc c'est aussi un petit peu un flash pour voilà, insister sur la complexité et la diversité chimique. Même au sein d'une grande famille comme l'épiphase, il y a une grande diversité de structures et de comportements environnemental ou de toxicité. Il y a des choses qui sont encore très mal connues là-dessus. Diapo suivante. Donc pour en venir à la problématique qualité des sols, hein, donc c'est une des menaces qui est pointée depuis plusieurs années sur ce compartiment essentiel à la biosphère et à l'agriculture. Donc il y a des enjeux autour de toujours mieux appréhender la contamination des milieux en termes d'enjeux scientifiques, donc caractériser sur des sites dans des conditions réelles la multicontamination et notamment le degré de persistance de ces nombreux composés. Et puis, pour la recherche qui nous concerne, c'est aussi de comprendre les processus qui régissent cette persistance et aussi les transferts entre compartiments, entre le sol et l'air, entre le sol et les eaux, entre le sol et les organismes vivants. De là, on est en mesure ou pas de comprendre mieux l'exposition des écosystèmes et des populations riveraines. Donc là, c'est tout un champ de recherche, encore plutôt à ces premiers travaux, on va dire, même si ça intéresse des chercheurs, on n'a encore vraiment pas une compréhension très, très globale de ces questions-là. Et puis sur la question des effets, que ce soit sur les organismes vivant dans les sols, mais aussi dans les organismes dans d'autres milieux, on a besoin de continuer à acquérir des données et des modèles sur la prédiction de leurs effets. Une des choses qui est vraie pour les contaminants, quels qu'ils soient, que ce soit pour les organiques ou les inorganiques, c'est les effets évalués sur la durée, des effets à pas forcément des concentrations très fortes, mais qui impactent les fonctions de différents organismes, les effets chroniques. Et tout ça, toutes ces connaissances, ça fait partie de ce qu'on a besoin pour évaluer mieux les risques liés à ces contaminants. Diapo suivante. Donc un exemple justement de données acquises sur les sols, et là c'est à l'échelle nationale en France, c'est les travaux qui ont été pilotés par l'unité INRAE Info et Sol à Orléans, qui s'appuie sur des sites du RMQS et qui a, à la demande de l'ANSES, conduit un programme de travail autour de la recherche systématique de nombreux pesticides encore utilisés aujourd'hui ou interdits maintenant, mais qui ont été utilisés par le passé. Et c'est un exemple donc où 80 sites d'observation du RMQS ont été utilisés dans des sites donc arables, vous avez donc les sites agricoles, mais aussi des sites forestiers, des sites sous prairie ou des sites en milieu urbain. Et bon, sans entrer dans le détail, on voit qu'on a la présence de nombreuses molécules dans ces différents échantillons de sol qui ont été donc échantillonnés récemment, mais qui font partie de la grille de surveillance de la qualité des sols au niveau national. Donc, cette étude, elle prouve, je ne rentre pas dans le détail, mais une des conclusions, c'était de dire qu'il y a quand même beaucoup de composés qui ne sont plus utilisés, qu'on retrouve encore aujourd'hui, et il y a aussi beaucoup de composés qui ne sont pas censés se trouver dans des sols forestiers et des sols sous prairie, puisque jamais utilisés dans ces espaces, mais qu'on a retrouvés également. Donc il y a vraiment des transferts latéraux entre les parcelles agricoles qui sont traitées par ces pesticides ou qui l'ont été, et des espaces adjacents qui sont des espaces où normalement on ne devrait pas retrouver ces molécules. Donc ce programme, il va continuer. Les collègues d'Orléans, ils ont donc une commande via la poursuite de ce projet pour se servir de l'ensemble des sites du RMQS. Là, ils avaient pris seulement 80 sites, et il y en a beaucoup plus, pour continuer à investiguer cette occurrence de molécules dans les sols français et si possible aussi ultramarins si les financements le permettront. Suivante.
Un autre exemple à une échelle un petit peu différente, ça c'est des travaux qui ont été menés dans notre unité il y a quelques années en collaboration avec l'UMR Chrono Environnement de Besançon en particulier, et puis la zone atelier de Chizé, donc le centre CEBC à Chizé. Donc on avait dans l'idée d'investiguer à l'échelle spatiale du paysage agricole, euh, en cherchant à sélectionner des fenêtres paysagères assez différentes en termes soit de pratiques liées aux pesticides, donc des parcelles plus ou moins intensives, des parcelles plus ou moins en bio, et des fenêtres paysagères dans lesquelles on a aussi des infrastructures écologiques comme des haies, des pourcentages de prairies et de zones non traitées qui sont plus ou moins importantes. Et on a recherché par échantillonnage systématique dans ces zones-là des pesticides dans les sols, mais aussi dans des organismes vivant dans les sols, donc communautés de vers de terre, carabes et micro-mammifères. La diapo suivante. Et ce qui ressort de cette étude, bon, un tableau qui concerne uniquement les vers de terre, mais ça a été vérifié pour d'autres organismes, on a une présence importante de résidus de pesticides qui ont été analysés dans ces échantillons de sol et d'organismes dans des parcelles, qu'elles soient cultivées en céréales, donc celles qui avaient été plutôt visées par les traitements, mais aussi dans des haies ou dans des prairies qui sont des zones non traitées. On retrouve des résidus de pesticides, pour certains de façon significative, même dans des organismes du sol qui vivent dans des espaces non cibles. Donc on a des résultats un peu similaires sur les micro-mammifères, et puis donc des preuves qu'il y a une persistance environnementale de certains composés a priori toxiques pour les populations humaines aussi, qui sont donc présentes dans ces espaces, même en n'étant pas traités localement. Il y a de la dispersion latérale, notamment par des aspects dérives de pulvérisation ou volatilisation, ou par d'autres voies de transfert qui font que cette contamination des organismes non cibles, elle est aujourd'hui assez bien documentée. Suivante, j'espère que je ne vais pas être trop long. Donc là, ce que je vais faire après, c'est, parce que ça intéresse pas mal nos collaborations actuelles entre INRAE et CIRAD, je vais faire un focus sur les pratiques de recyclage des produits résidus organiques en agriculture. Et là, l'intérêt, c'est que grâce à travers cette thématique, vous savez qu'il y a des collaborations importantes entre nos deux instituts là-dessus. Ici, c'est une page web du site Valeur Pro qui est animée par Sabino et Aurélien Michaud, ce site web. On a, grâce à la problématique produits résiduaires, un champ d'investigation concernant les contaminants organiques très large qui dépasse les contaminants d'origine agricole sensu stricto, puisque dans ces produits résiduaires organiques, type boue de station d'épuration ou produits formés à partir de ces boues elles-mêmes, donc compostes de boue ou digestats, on a potentiellement une présence de polluants d'origine autre que les d'origine agricole. Donc en gros, c'est toutes les molécules que j'avais présentées tout à l'heure qui sont potentiellement présentes dans ces produits résidus organiques. La suivante. Donc là, dans ce cadre-là, comme dans d'autres cadres, on a besoin de données de terrain sur la présence de ces contaminants organiques dans les sols, mais aussi dans les récoltes et dans les compartiments qui sont directement en contact avec l'agroécosystème, donc l'eau et l'air. Besoin de données sur les effets, sur les organismes, leurs fonctions, et toujours pareil sur les effets long terme aussi. Donc l'intérêt de ces travaux autour du SORE Pro, qui est un observatoire conjoint sur différents sites en métropole et en Outre-mer, il y a un site à La Réunion que le CIRAD pilote, c'est d'acquérir des informations qui permettent d'accompagner la pratique de recyclage pour mieux évaluer les risques et donc piloter un petit peu cette pratique. Et là, j'ai mis donc par rapport à ce que vous allez débattre aujourd'hui, des questions un peu spécifiques liées au contexte pays du Sud. Donc sur cette pratique, il y a des questions liées aux sols tropicaux, qui sont des sols un petit peu différents, même parfois très différents des sols tempérés. Est-ce que ce sont les mêmes filières dans les pays du Sud que dans les pays tempérés, en particulier en France? Les cultures sont différentes et la gestion des ressources, notamment sur l'eau et les fertilisants, va également être très différente dans les systèmes de culture dans les pays du Sud. Donc c'est important de se préoccuper de cette question dans ces contextes pays du Sud, évidemment. La suivante.
Donc, dans l'idée de ces travaux conjoints sur le SORE Pro et sur la question des pros, il y a vraiment, depuis le départ, et ça c'est porté par les scientifiques qui ont initié cette thématique, de considérer la filière dans son ensemble. Donc, les produits qui sont des déchets au départ sont donc transformés par différents types de procédés, et au cours de tous ces procédés, on a au final la possibilité de recycler des matières qui sont intéressantes pour des enjeux de fertilisation ou de recyclage du carbone, mais qui posent des questions, bien entendu, sur la présence de contaminants dans ces matrices. Est-ce qu'il y a une animation? Est-ce que tu peux juste cliquer? Donc, concernant la problématique contaminants organiques, ça rejoint ce que j'ai déjà dit, il y a des choses qui sont difficiles à bien appréhender en lien avec la diversité des molécules et puis en lien avec les interactions entre des pros et ces contaminants. Il y a beaucoup de différences entre des matières organiques issues, par exemple, d'effluents d'élevage ou de boues de stations d'épuration ou de compost. Selon les procédés, toutes ces interactions peuvent être modifiées. Suivante. Donc, sur ces observations longue durée, donc il y a, là, ça me donne l'occasion de présenter très rapidement cet observatoire national où il y a des sites donc en France, notamment un à côté de chez nous en banlieue parisienne qui s'appelle Caliagro, mais il y a des sites aussi à Colmar, à Rennes, avec à chaque fois des effluents d'élevage qui sont un peu privilégiés selon les problématiques régionales. Et vous avez donc un site à La Réunion qui est géré par l'unité recyclage et risque, et puis un site au Sénégal également, donc deux sites d'observation dans les contextes pays du Sud. Les enjeux de ces observations in situ, c'est d'avoir des données en termes de flux, pour regarder vraiment pour chaque catégorie de contaminants, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort dans ces agroécosystèmes, en lien avec la pratique de recyclage. Faire le lien avec les traitements amont, donc les procédés qui sont à l'origine de ces matières. Évaluer aussi les risques de transfert ou les transferts des contaminants organiques et de leurs produits de transformation dans l'environnement. Donc on suit aussi l'eau, on suit aussi les plantes qui sont collectées sur ces observatoires, sur ces sites. Et puis c'est des données qui nous servent aussi à améliorer ou tester des modèles pour faire de la prévision sur des scénarios long terme. Et les filières qui sont derrière, les entreprises qui sont autour du recyclage. Nous, on a un site avec Veolia. À La Réunion, vous avez aussi une collaboration avec une filiale de Veolia. Pour eux, c'est important d'avoir ce recul sur le long terme avec une question clé sur la réglementation ou l'intérêt de certains procédés pour réduire les flux de contaminants, réduire les impacts. Suivante. Donc, sur ce réseau d'observation in situ, il y a eu, depuis que c'est lancé, le premier site date de 98, il y a eu des travaux sur différentes catégories de contaminants chimiques. Je ne rentre pas dans le vif du sujet, mais vous avez ici les différentes grandes familles avec des demi-vies, donc liées de la persistance et des niveaux de toxicité plus ou moins importants selon les grandes catégories de contaminants. Et vous avez ce qui a pu être mesuré sur les différents sites. Donc les lettres à droite, c'est Colmar, Caliagro, La Réunion. C'était quelque chose qui était ciblé sur ces trois sites à l'époque quand j'ai initié cette diapo. Donc vous avez, selon les couleurs, les molécules qui ont été recherchées, soit dans les pros, bien sûr, à chaque fois, pour avoir une idée des flux entrants, mais aussi dans les sols, dans les récoltes, parfois dans la pluie, pour avoir justement une idée de l'arrivée par d'autres voies de certains de ces contaminants, des mesures dans certains des engrais également. Voilà, donc c'est des choses qui sont toujours d'actualité, qui sont encore suivies sur ces sites, principalement les sites qui sont les sites majeurs, donc que ce soit les sites en France ou le site de La Réunion pour vous. La suite. Donc un exemple de résultat qui est sorti de ces observations et de ces mesures, c'est en l'occurrence ici pour les résidus pharmaceutiques, donc des résidus de médicaments qui sont présents soit dans les effluents d'élevage pour des médicaments vétérinaires, soit dans les boues liées au traitement médicamenteux chez les humains. On a, en fonction justement des pros entrants, des appréciations, des concentrations présentes et du coup une possibilité de calculer des flux sur ce genre d'agroécosystème, avec aussi possibilité de tenir compte des variations interannuelles qu'on fait des suivis sur plusieurs années. Bon, je ne vais pas donner les détails, mais c'est un exemple de résultat qui sort de ces observations directes. Suivante.
On a également dans les mêmes systèmes la possibilité de regarder s'il y a une accumulation potentielle de certaines molécules, et on l'a fait pour les 3 sites en question. Caliagro prospectif, c'est Colmar, et La Réunion, c'est à côté de Saint-Denis, de La Réunion. Et vous avez aussi, par ces données-là, qui sont acquises dans des conditions réalistes d'usage agricole, la possibilité d'accéder à des paramètres qu'on appelle la demi-vie, donc une idée de la persistance de certaines molécules dans les différents types de contextes pédoclimatiques. Là, vous avez des exemples de grandeur qui sont sortis d'une publication qui commence à dater un petit peu, mais on avait déjà commencé à travailler là-dessus. La suite. Ces données-là, en fait, elles nous intéressent aussi, elles intéressent des chercheurs qui cherchent à travers des modélisations qui sont basées sur des couplages de processus entre notamment la dynamique des matières uniques des sols et le devenir des contaminants, de regarder si au cours d'apports successifs sur plusieurs dizaines d'années, on peut observer des risques d'accumulation ou de non-accumulation liés à la dissipation, à la dégradation des molécules. Donc ça a été travaillé notamment pour des HAP, avec une thèse qui avait été encadrée par Patricia Garnier à Ecosys, en lien avec le LSE à Nancy. Et ça va utiliser des modèles qui étaient sur la plateforme Sol Virtuel, qui est une plateforme de modélisation du département agroécosystème. La suite. La question des produits de transformation. Donc là, c'est une diapo que j'ai présentée il n'y a pas très longtemps dans le cadre d'un workshop sur l'évaluation des risques liés aux pesticides. Donc c'est pour insister sur le fait que concernant ces molécules issues de la dégradation des contaminants organiques, il y a encore beaucoup de choses qui n'est pas connues. Là, c'est un exemple sur le chlordécone, donc insecticide utilisé aux Antilles sur les cultures de bananes dans les années 90, jusque dans les années 90, et la science avançant par petites étapes, on est aujourd'hui, alors qu'on pensait que c'était une molécule qui se dégradait très peu, on a aujourd'hui une connaissance bien meilleure des voies de dégradation de ce composé. Et vous avez ici toutes les catégories de produits de transformation qui peuvent être formés, soit en conditions de laboratoire, soit dans des sols. Et ça montre l'ampleur de la difficulté pour appréhender, pour chaque type de sous-produit, leur toxicité ou leur devenir. Mais on a des progrès très sensibles dans les 10-20 dernières années grâce au progrès des méthodes analytiques, notamment sur des méthodes non ciblées. On est capable d'aller chercher maintenant à des concentrations très faibles des produits de transformation qu'on ne pouvait pas analyser auparavant. Ces transformations, elles font que les molécules changent de structure et du coup leur devenir dans l'environnement est modifié et leur toxicité ou leur écotoxicité est aussi modifiée par rapport à la matière active dont ils sont issus. Suivante. Donc, suite à ces améliorations méthodaux, notamment au niveau de la chimie, on a quand même de plus en plus d'études dans les dernières dizaines d'années de quantification et d'identification de composés, alors plutôt dans les milieux aquatiques. Hein, ici, c'est une publi qui recense les études qui ont été menées sur l'identification de métabolites de contaminants organiques dans différentes ressources aquatiques. Sur d'autres compartiments, sol et l'air et le biote, il y a moins de choses, mais c'est quand même des choses qui avancent assez vite grâce au progrès des technologies analytiques. Et en parallèle de tout ça, il y a tout un pan de recherche qui cherche à, sur la base de la connaissance des structures moléculaires, prévoir le devenir et les effets en termes de tox de ces composés qui sont donc, comme vous le comprenez, très nombreux, qui peuvent être très nombreux et difficilement étudiable au cas par cas via des expérimentations. La suivante. Voilà, bon, donc ça c'est un exemple d'outil qu'on a développé à INRAE avec des collègues du LBE et des collègues dans mon labo, où on a développé un outil qui croise justement les informations sur les structures moléculaires de ces produits de transformation et des caractéristiques liées au devenir ou à l'écotoxicité, et on propose une classification en fait. On a une méthode qui nous permet de cartographier via du clustering des groupes de composés liés à ces changements de structure moléculaire et d'induire ensuite des hypothèses sur des possibles changements de comportement dans l'environnement. Cet outil s'appelle TIPOL. Je ne sais plus s'il y a une diapo après, je crois que oui. Voilà, donc c'est juste pour vous parler un peu de cet outil qu'on a utilisé aussi avec les collègues du CIRAD sur les
essayer de comprendre ce qu'on observe sur les sites du SORE Pro, et en particulier à La Réunion. Donc on peut, avec cet outil, proposer des premières hypothèses sur des questions particulières, que ce soit lié au processus de dégradation des molécules, mais aussi à d'autres processus. Ici, un exemple sur le potentiel de volatilisation des pesticides dans l'air, mais aussi lié à ces questions autour des produits de transformation de pesticides. On a fait plusieurs tentatives, soit sur des pesticides, soit sur des médicaments, pour essayer de comprendre un peu ce qui peut se passer pour ces produits de transformation. La suivante. Autres travaux importants qu'il faut mener, et là c'est des choses qui sont plus nouvelles pour nous, mais on le fait aussi en dialoguant beaucoup avec Mathieu, par exemple, chez vous, c'est d'adapter des observations expérimentales sur le passage des sols vers la plante pour évaluer justement ce risque de contamination de la chaîne alimentaire par les produits agricoles. Donc ça, c'est les premiers travaux où on a adapté le rhizotest qui avait été développé pour les inorganiques, en particulier par le laboratoire Eco et Sol à Montpellier au départ. Et on l'a adapté pour des molécules organiques. Ici, on utilise des molécules marquées au carbone 14 pour évaluer donc le passage de 2 antibiotiques des sols vers des plantes dans les systèmes expérimentaux du rhizotest. On passe. Une autre grande question aussi concernant ces contaminants organiques, en particulier les médicaments antibiotiques, c'est l'induction de l'augmentation du risque de fabriquer l'antibiorésistance dans les sols et ensuite dans les agroécosystèmes, et que cette antibiorésistance finalement se retransfère à l'humain. Et là, donc, les sites du SORE Pro ont été utilisés par des collègues microbiologistes, en particulier par Sylvie Nazaret, qui est une chercheuse du CNRS à Lyon, qui travaille sur ces questions-là, pour regarder le risque lié à l'entrée de ces matières fertilisantes d'origine résiduaire, de gènes d'antibiorésistance ou d'éléments génétiques mobiles qui sont importants dans le transfert de cette résistance aux antibiotiques. Vous avez différents gènes, je ne détaille pas, mais des gènes qui sont liés au quinolone, des gènes qui sont liés au bêta-lactamine, des gènes qui sont liés au sulfamide, au tétracycline. Tout ça, c'est les petits noms que vous voyez en haut, en dessous de la flèche bleue. Et ce qu'on sait de la littérature, c'est que selon les pros utilisés, il y a une présence plus ou moins importante en termes de gènes à risque et d'abondance. Donc, Sylvie Nazaret et ses collègues et d'autres ont regardé donc, sur les pros qui entraient dans les sites du SORE, la présence de ces gènes et les a quantifiés. Elle a aussi montré, et c'est une de ses conclusions, que les procédés de compostage ou de digestion anaérobie qui permettent donc de transformer ces matières uniques avant de les appliquer au sol ne réduit pas forcément l'abondance de ces gènes de résistance. Donc, quel que soit le procédé, on peut avoir des risques d'entrée dans les sols de ces éléments génétiques. Et quand on regarde les parcelles amendées, donc c'est des parcelles qui reçoivent régulièrement ces matières organiques, on peut observer qu'il y a une résilience partielle, c'est-à-dire que ces gènes ne s'accumulent pas forcément, mais certains de ces gènes sont présents de façon plus importante dans les parcelles amendées lorsqu'on regarde ça sur plusieurs années. Suivante. Et puis je crois que c'est bientôt la fin, j'espère que je ne suis pas trop long. Donc là, pour revenir à ces fameux perfluorés, donc là il y a un travail récent qui a été conduit en collaboration avec l'Université de Montréal, et il y a des mesures pareilles de ces PFAS dans les pros du SOER, que ce soit ceux de Colmar ou de Caliagro. Alors je ne sais pas si ça a été fait pour la Réunion, mais je n'ai pas souvenir. En tout cas, voilà, il y a des données qui arrivent et on peut évaluer selon l'origine de ces déchets et de ces pros un risque plus ou moins important de présence de ces contaminants persistants, mobiles et toxiques que sont les PFAS. Et on regarde aujourd'hui, c'est en cours, ce qui est possiblement transférable vers les plantes. C'est des études qui sont en cours, mais il y a une première publication qui a fait un peu l'inventaire des concentrations dans les composts et dans les boues qui sont utilisés sur le dispositif d'observation SORE Pro. La suite. Voilà, donc en fait, en fonction de l'origine des pros, on a des concentrations plus ou moins importantes, et c'est surtout dans les boues pour les PFAS qu'on a des risques importants d'apport sur les sols. Donc en guise de conclusion, un peu partielle, mais voilà, en fait, selon les familles chimiques de contaminants, on a des flux, si je me contente à la question du recyclage des produits résidus organiques, des flux plus ou moins importants selon les
selon les contaminants et selon les types de pros utilisés. Et ça, on peut le décliner pour toutes les familles qu'on a un peu regardées, que ce soit des polluants persistants, des composés comme des surfactants ou des phtalates qui sont présents dans les plastiques. Les produits pharmaceutiques, on a regardé pas mal de choses. Et sur les PFAS, on a aussi maintenant une image du risque au moins lié au type de pro entrant et de filière. Ces données-là, on veut les utiliser, on les utilise. En ce moment, il y a un projet dont je ne vais pas trop parler, mais il y a un projet qui est en cours, qui est piloté par l'unité recyclage et risque, où on essaye de combiner ces informations pour améliorer une évaluation de risque basée sur des approches ACV, et ça sera détaillé par le collègue Ralph Rosenbaum tout à l'heure. Voilà, merci pour votre attention. J'ai fini. Merci beaucoup, Pierre. Donc on va prendre les questions après. On laisse d'abord la parole à Charles et on prend les questions pour l'ensemble, entre guillemets, des interventions sur les contaminants organiques. Voilà, donc si tu peux rester encore un peu avec nous, Pierre. Charles, oui, je suis là. Tu peux partager ton écran si tu veux avoir la main, sinon je passe tes diapos, c'est aussi possible. Est-ce que tu... Normalement, j'ai partagé, là, je ne sais pas si vous voyez, bonjour. Oui, très bien, c'est parfait. Ok. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler du devenir des pesticides dans les bassins versants. Alors je vais commencer par vous dire que en fait, les pesticides sont vus comme ambivalents, dans le sens où ils sont à la fois utiles, tueurs de nuisibles, ce qui permet de stabiliser le revenu des agriculteurs, et c'est également un business avec des lobbies derrière. Et en contrepartie, ils sont aussi dangereux et ils génèrent des coûts environnementaux en lien avec la pollution des sols, la pollution de l'air, sur la santé, des atteintes à la biodiversité, pollution de l'eau. Ils contribuent à l'épuisement des ressources et au dérèglement climatique. Pour vous donner un exemple, voilà, donc la dépollution d'1 kilogramme de pesticides dans l'eau, aujourd'hui, ça coûte entre 60 000 et 200 000 euros. Les pesticides, c'est également des normes avec des limites maximales de résidus pour voilà, limiter les effets sur les populations. Et la situation de la chlordécone aux Antilles montre que en fait, notre système, aujourd'hui, il est incapable de prendre correctement en charge ces coûts. Alors, si on regarde plus globalement, en fait, les pesticides, donc là, c'est le nombre de tonnes de pesticides utilisés par continent en 2020. Et la tendance dans les carrés noirs depuis 1999, en fait, on voit qu'il y a une utilisation sur l'ensemble des continents, une utilisation importante, et que ces 20 dernières années, il y a eu une augmentation quasi généralisée de l'utilisation des pesticides, à l'exception de l'Europe, où les utilisations sont stabilisées. Si on régionalise un peu ça, on voit que toutes les régions du monde sont concernées par des risques liés aux utilisations de pesticides. Et si on regarde dans les systèmes plus territorialisés, donc par exemple là, le système insulaire de La Réunion sur lequel je suis actuellement, en fait on a, donc si on refait l'histoire, on a un territoire qui est fortement agricole depuis les premiers usages de pesticides, les années 50-60, et à partir depuis 1999, en fait, on montre qu'à l'échelle de tout ce territoire, il y a des dépassements de seuil de potabilité de l'eau qui sont répétés à La Réunion par les herbicides. Donc là, tous les points rouges ou oranges, c'est des points de captage d'eau potable qui ont montré des signes de dépassement des normes de potabilité de l'eau. Et donc ça crée, voilà, ces informations se reléguer dans les presses locales et ça entraîne la fermeture de captage euh, pour protéger les populations de ces contaminations. Alors, si on regarde, donc là, c'est le travail d'une doctorante, en fait, les processus de devenir des pesticides, en fait, je ne vais pas détailler cette diapositive, mais c'est juste pour vous montrer que c'est extrêmement complexe. Et tout ce qui est dans les carrés jaunes, en fait, c'est les facteurs qui jouent sur ce devenir. Et en fait, si on espère un jour pouvoir maîtriser ce devenir, en fait, on se fourvoie, on voit que c'est extrêmement complexe et que, en fait, le moyen privilégié pour essayer de réduire justement la contamination de l'environnement, l'exposition et toutes les expositions qu'on peut avoir, c'est effectivement de réduire les usages, de réduire à la source les utilisations. Et donc c'est là-dessus que je vais poursuivre mon exposé.
Pour simplifier un peu cette diapositive, voilà, j'ai introduit aussi le concept de résurrection de pesticides. Plus simplement, quand il y a une application de pesticide, ce pesticide il est transféré vers différents compartiments où il va pouvoir être stocké. Et ensuite, il peut y avoir des remobilisations secondaires par des pratiques agricoles ou des effets du changement climatique en fonction des compartiments dans lesquels il est stocké vers voilà, d'autres compartiments et qui va exposer la population indirectement. Euh, En Martinique et aux Antilles, on a mis en place des observatoires où on suivait de manière conjointe les pratiques pesticides et les pollutions dans l'eau qu'on pouvait observer pour essayer de comprendre quelles étaient les relations entre ces deux facteurs. Et on a montré qu'il y avait 4 grands types de couples utilisation-contamination. Donc les applications qui étaient actuelles de pesticides, mais qu'on ne retrouvait pas dans les eaux. Et donc là, les questions scientifiques qui se posaient, c'était quels étaient les processus en jeu? Est-ce qu'il y avait des stockages de ces molécules dans certains compartiments? Ce n'étaient pas des choses qui étaient prioritaires à gérer, mais on pouvait mettre en place de la modélisation pour essayer de comprendre justement où étaient stockés ces pesticides ou s'ils étaient complètement dégradés. Les applications passées qui génèrent des pollutions chroniques comme la chlordécone. Donc là, les questions qui se posent, c'est comment gérer les compartiments pollués et l'exposition des populations qui vivent sur ces compartiments pollués, avec des choses qui sont sur la séquestration et la remédiation. Pour les pollutions actuelles qui génèrent des pollutions chroniques, il y a une question qui se pose, c'est quel risque on a de que ces pollutions chroniques actuelles, issues des usages, soient en fait potentiellement dans le futur des pollutions chroniques issues d'applications passées, parce que le milieu en fait est saturé de ces polluants, comme c'est le cas par exemple avec la chlordécone, donc là des travaux de modélisation. Et enfin, pour tous les travaux en lien avec les utilisations actuelles, qui génèrent des pollutions chroniques ou ponctuelles, ben voilà, ça pose des questions de, en fait, quelles sont les modifications de pratiques qu'on peut mettre en place sur ce territoire pour réduire les pollutions. Et donc là, avec des travaux de co-conception participative de systèmes agricoles sur ces territoires. Donc, dans le cadre de cette amélioration et de préservation de la qualité de l'eau, en fait, on a mis en place différents travaux de recherche. Le premier qui visait à comprendre où est-ce qu'il faut agir. On s'est posé la question s'il fallait agir proche des points d'intérêt de prélèvement d'eau, sur les berges, le linéaire du cours d'eau à proximité, ou sur l'ensemble des bassins versants qui contribuaient à l'écoulement en rivière. Et donc, on a montré que si on voulait avoir une action, enfin, un résultat significatif, il fallait agir sur l'ensemble du bassin versant et ça servait pas à grand-chose de cibler des actions sur les berges et cours d'eau ou à proximité des points d'intérêt de prélèvement d'eau potable, par exemple. On a aussi montré qu'une des problématiques actuelles, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'était les herbicides, parce que en fait, c'est une problématique qui est partagée dans l'ensemble des systèmes de culture, la gestion de l'endermement, et qui pose des problèmes de pollution chronique, et donc pour lequel il y a un intérêt assez fort à réduire assez rapidement les utilisations pour réduire l'accumulation de ces molécules dans l'environnement. Alors pour ça, on est allé un peu plus loin dans les processus agronomiques et en particulier des échanges entre les acteurs qui parlaient de pratiques de gestion d'enherbement et de changement de pratiques. Et en fait, ce qu'on a montré sur ces territoires, c'est que en fait, les acteurs, ils échangeaient au sein de leur filière et assez peu entre eux à l'échelle de ces territoires. Alors qu'on a montré avant que pour gérer la problématique, il fallait que ça soit géré à l'échelle du bassin versant et donc de ces territoires. Et donc, il y avait un intérêt fort à reconnecter en fait ces différents acteurs entre eux pour pouvoir échanger entre eux sur cette problématique qui génère une pollution. Et donc, on a aussi montré qu'au sein de ces différentes filières, en fait, les filières, dans leur stratégie de développement, reléguaient au second plan les enjeux territoriaux et les enjeux de préservation de l'environnement, et que du coup, c'était absolument pas favorable de passer uniquement par les filières pour protéger la ressource en eau, et que du coup, il y avait une entrée alternative qui était nécessairement de passer par le territoire pour pouvoir permettre la préservation de ces ressources et la limitation des contaminations. Donc en fait, voilà, on est parti d'un système où les différentes filières travaillaient en silo. Et nous, dans le cadre de nos travaux, on a créé, en fait, on a mis en connexion ces différentes filières dans le cadre d'une démarche de conception
à l'échelle du territoire. Donc en fait, on ne cherchait pas des leviers dans les systèmes agricoles différents, mais des leviers à l'échelle du territoire qui pouvaient permettre de faciliter la mise en œuvre de pratiques alternatives à l'utilisation des herbicides dans ces systèmes. Donc on a utilisé une méthodologie de conception innovante qui nous a permis de partager l'ensemble des connaissances pour ensuite générer des nouvelles idées à l'échelle du territoire, qui ont ensuite pu être implémentées et mises en œuvre et testées par les différents acteurs ensemble de ce territoire dans le cadre d'un jeu de rôle, What Pass Game, et donc qui a permis la mise en situation et le test de différents scénarios d'évolution du territoire en intégrant justement ces modifications, ces innovations à l'échelle du territoire. Donc en sortie de ça, en fait, les acteurs ont créé des changements évalués, donc, parce que le jeu de rôle mobilisait un modèle de transfert de pesticides qui permettait d'évaluer en temps réel les scénarios qu'ils concevaient et sur le bassin versant, et ensuite de voir vers quoi, ce qui permettait d'intégrer ces dynamiques au sein des dynamiques des filières, et ainsi de suite. Donc, pour synthétiser, donc ça c'est une représentation schématique de notre bassin versant. On avait un bassin versant avec une pollution herbicide dans la rivière, avec des acteurs, donc là c'est les différentes couleurs, qui agissaient en silo. Et par notre démarche, on a aidé à reconnecter par exemple des éleveurs avec des acteurs, avec d'autres acteurs, pour qu'ils puissent permettre des services de gestion de l'enherbement, également avec des industriels qui étaient présents sur ce secteur. On a également, dans le cadre de la création d'un circuit écotouristique sur cette zone, mis en relation les différents, et d'un bassin versant vitrine, mis en relation ces différents acteurs, connecté également avec des acteurs externes au bassin versant, comme par exemple un prestataire de fauche qui cherchait à remplir un carnet de commandes, et des acteurs plus institutionnels qui n'échangeaient pas avec le monde agricole. Et en fait, on a montré, alors c'est in silico, mais par la simulation, les jeux de rôle, etc., qu'en faisant tout ça, ben on pouvait permettre de restaurer la qualité de l'eau. Alors, on est à un stade voilà, de in silico, mais en fait, on se rend compte que dans la gestion actuelle, ce qui est fait, c'est pas ce type de démarche. C'est vraiment, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour réduire les contaminations? En fait, on va relever les seuils, par exemple les limites de potabilité lorsqu'elles sont dépassées, ou on va traiter l'eau contaminée, mais on essaie assez peu, au final, d'agir sur ces territoires à la source. Et ça, en fait, ces stratégies de gestion, en fait, elles restent OK, elles vont permettre de résoudre le problème réglementaire sur le court terme, mais elles ne résolvent absolument pas les problèmes des limites planétaires qui sont dépassées. Au contraire, elles ne font que les accentuer. Et donc, pour revenir là-dessus, je redéfends cette chose que, en fait, ce qu'il faut favoriser, c'est vraiment réduire fortement les utilisations et vite, car on voit qu'il y a des accumulations fortes de ces pesticides dans l'environnement. Et bon, ça a déjà été évoqué par Pierre, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Mesurer également plus en détail les produits de dégradation de ces molécules. Sur le premier point, voilà, donc je pense qu'il faut vraiment continuer à produire des pratiques alternatives et des outils d'accompagnement. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup existent déjà, mais qu'elles intègrent difficilement le modèle économique actuel. Et que, en fait, ce sur quoi il faut vraiment agir, et c'est un peu ce qu'a présenté Aurélie, c'est d'un besoin d'un changement systémique à tous les niveaux, citoyens, professionnels, politiques, et que ça pose la question en fait de la redéfinition du set de valeurs. Est-ce qu'il ne faut pas remettre la protection de l'écosystème, en fait, ce qui nous fait tous vivre, au centre, faire un point sur les vraies impasses techniques. Voilà, on peut comprendre que certaines utilisations d'herbicides soient des impasses. J'imagine si on ne souhaite pas travailler un sol, mais qu'on souhaite détruire une bananeraie ou une culture de canne. Voilà, en fait, il n'y a pas vraiment d'autre solution que d'appliquer. Mais en fait, il y a des points techniques très pointus sur lesquels en fait, ces usages sont possibles, mais ils sont aujourd'hui utilisés sur d'autres usages pour lesquels il y a des alternatives, mais qui ne rentrent pas dans le modèle économique. Et en fait, ça pose aussi la question, j'ai parlé de coûts au début, mais en fait, comment est-ce qu'on prend en compte les coûts indirects des pesticides dans l'environnement? Quand on a 200 000 euros de frais de traitement d'eau potable, en fait, ces coûts-là, ils sont assumés par la société, mais ils ne sont absolument pas assumés par ceux qui utilisent les pesticides, ou alors très peu. Et après, il y a les questions de valeur et de rémunération des services écosystémiques qui, je pense, seraient à valoriser. Voilà. Je vous remercie. Juste pour vous informer également que on a le webinaire Territoire durable, donc qui est un projet Interdom
qui va se dérouler bientôt et vous pouvez accéder au lien d'inscription via le QR code. Je vous remercie. Merci beaucoup Charles pour ton exposé. Ça se connecte très bien avec ce qu'a dit Pierre et ça conclut bien et ça montre qu'il y a tout un tas d'ouvertures sur des thématiques plus spécifiques que la journée qui se veut très large, comme celui sur territoire durable où il y en a un autre à la fin du mois sur en lien avec le projet Prétec. Je vous propose alors on déborde un peu largement au niveau du timing, mais j'aimerais quand même qu'on garde au moins une question pour chacun des exposés. Est-ce que éventuellement sur le chat? Non. Alors est-ce que dans la salle, il y aurait des questions pour Pierre ou pour Charles ou pour les deux? Oui, c'est bon. Oui, moi j'aurais une question pour Pierre. Donc Pierre nous a montré qu'il y avait en fait des risques qui étaient très différents pour des produits résiduaires organiques d'origine urbaine ou plus d'origine agricole. Moi je voulais savoir s'il y avait des études un peu spécifiques sur ce type de risques liés à l'application de PRO qui proviendraient de grandes villes de pays tropicaux, donc d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine. Parce que on peut imaginer que la Réunion, c'est pas forcément le même type de produits résiduaux organiques qu'en Afrique, par exemple. Est-ce qu'il y a ce type d'information? Alors, bonjour Jean-Paul. Ouais, Jean-Claude, pardon. Ben, en fait, sur le dispositif que je connais le mieux, il y a à Dakar un site qui est proche de Dakar, qui peut-être permet de répondre un peu à ton interrogation sur un contexte vraiment différent, proche de grandes cités urbaines des pays du Sud. Après, ce que je sais concernant d'autres situations, j'ai eu l'occasion de participer à un jury de thèse qui avait été encadré par l'IRD. Comment elle s'appelle? C'est une collègue qui s'appelle. Attends, j'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave. Céline Duvig. Donc, ouais, elle travaillait en Bolivie, je crois, autour de La Paz, sur des questions de contamination, alors liées aux activités humaines de la ville, et en particulier à regarder des problématiques liées aux métaux et aux médicaments dans des eaux, un cours d'eau qui drainait le bassin de La Paz, et il y avait effectivement des... Alors, ce n'était pas exactement sur les pratiques de recyclage, mais c'était vraiment lié à la contamination liée aux activités de cette grande ville du continent latino-américain. Donc, il y a des choses qui sont caractérisées, étudiées dans certaines situations. Donc, on a quand même quelques données, mais alors sur les filières vraiment recyclage pro, à part ce qui est fait dans le SORE, je n'ai pas trop d'infos à te donner, mais il y a eu par le passé un site autre qui se trouvait au Burkina Faso. Donc là, pareil, c'était plutôt en contexte agricole, mais avec des déchets produits par les activités humaines. Je pense que le site de Dakar est peut-être le mieux à même à répondre à ça, mais n'apporte qu'une réponse partielle, puisque je ne sais pas s'il y a d'autres études équivalentes dans d'autres continents, en Asie ou ailleurs. Mais bon, Dakar, celui qui connaît le mieux, c'est Frédéric Feder, probablement, qui est là, j'ai vu tout à l'heure, qui est dans la salle. Peut-être qu'il pourrait répondre ou compléter. Frédéric, tu veux donner un élément? Merci. Alors, effectivement, je ne connais pas d'autres sites, mais l'exemple que tu cites du Burkina, en fait, est assez révélateur. C'est un site qui a été plutôt abandonné, et c'est la difficulté, en fait, de ces études, c'est de maintenir suffisamment longtemps des sites en milieux tropicaux pour pouvoir observer des effets. Et à ma connaissance, j'en connais pas. Donc c'est pas étonnant, et même celui de Dakar. Alors pour compléter un petit peu la réponse à Dakar, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que même si on utilise le même type de pro, des bouts de station d'épuration, des effluents d'élevage,
En fait, la structuration des filières de production de ces pros sont assez différentes de ce qu'on voit dans les pays du Nord. Et donc en fait, on n'a pas le même type comment dire, de raisonnement, le même type de filière, de valorisation des pros, bien que la production, le volume de pros produits par les villes soit beaucoup plus important. Et en fait, autour du site de Dakar, en fait, il y a très peu d'utilisation intensive de ces pros, alors que pourtant ils sont produits fortement. Et en fait, c'est des filières qui sont vraiment structurées différemment par rapport aux métropoles. En métropole, vraiment toute la matière euh, ne va plus dans les centres d'enfouissement, ils vont vraiment être valorisés, alors que dans les pays africains, c'est beaucoup plus disparate. Bonjour Pierre et bonjour Charles, c'est Eric Juste. Euh, Moi, en fait, quand j'entends tout ça, je me dis, pour faire écho à ce que vous avez dit, directement ou indirectement, c'est pas un problème de diviser par deux les phytos. Il faut arrêter les phytos complètement parce que, en fait, bien que j'avais conscience de beaucoup d'éléments problématiques, j'avais pas encore bien pris la mesure de ce stockage dans le sol, ce relargage presque sur un long terme. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on serait capable, bon, bien sûr, d'avoir un usage vert zéro pesticide? C'est possible, de synthèse en tous les cas, c'est possible dans des cahiers des charges comme l'agriculture biologique, mais là, le modèle économique, il est limité par la taille du marché. Mais je me demandais quand même, si on voulait garder des produits phytosanitaires, est-ce qu'on serait en capacité d'identifier les molécules les moins écotoxiques, les moins toxiques pour la santé, etc. Est-ce qu'on pourrait faire ce travail ou c'est vain et en fait la solution c'est vers zéro pesticide? Eric, bonjour. Bonne question. Je ne sais pas si Charles, tu veux. Moi, je peux. Bon, c'est en théorie, enfin, les études, si tu regardes ce qui est fait aujourd'hui pour mettre sur le marché des molécules de synthèse, il y a. Alors, c'est sûrement mal fait, puisque les molécules qui sont autorisées posent des problèmes a posteriori, même si une évaluation de leurs effets ou de leur devenir est obligatoire et réglementaire, au moins pour ce qui se passe en Europe et en France. Donc on voit sur des observations à long terme, l'ANSES par exemple aujourd'hui met en place un système dit de phytopharmacovigilance, donc c'est en dehors de l'évaluation ex ante des molécules pour les autoriser à être vendues ou utilisées sur tel ou tel type de culture. Il y a maintenant cette agence, elle aussi, elle surveille et elle fait du monitoring environnemental. Elle regarde l'air, le sol, l'eau, c'était déjà le cas avant pour différentes questions d'eau potable. Mais bon, on a des données qui montrent que, effectivement, comme tu dis, l'évaluation du risque a été faite au départ. Elle est complètement déconnectée de ce qui se passe in fine dans la réalité, puisqu'on retrouve ces molécules très longtemps et qu'elles posent des problèmes qui n'étaient pas évalués correctement a priori. Donc ça, c'est un problème majeur. Et ce n'est pas sur le fait qu'on sait ou pas prédire, c'est que les données, pour les acquérir via des tests qui sont réglementaires, elles ne suffisent pas. Donc on pourrait sélectionner les molécules les moins toxiques, et c'est plutôt ce qui se fait, parce qu'il y a quand même des molécules qui ont été interdites aujourd'hui qui étaient les plus problématiques. Bon, je ne parle pas de ce qui est utilisé dans les pays du Sud, mais pour ce qui est justement, il y a toute cette problématique aussi d'utiliser des produits qui sont interdits en Europe dans les pays du Sud. Ça, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, les firmes, enfin, si tu veux, il y a quand même une volonté des entreprises qui sont derrière cette chimie de la protection des cultures d'aller vers des stratégies dites de biocontrôle. Donc, en gros, d'aller vers des stratégies utilisant des molécules d'origine naturelle qui peuvent avoir des effets insecticides, herbicides, etc. Mais même dans ce cadre-là, une évaluation de la toxicité de ces composés-là, elle est aujourd'hui balbutiante. Au niveau européen, on veut établir une réglementation spécifique sur ces composés-là. Aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement fait. Et on se retrouve dans la même situation. Même si ces molécules sont peut-être
moins dangereuses, moins persistantes. Si elles ont un effet de protection sur un bioagresseur, insecte ou autre, elles ont une toxicité, c'est certain. Donc, la réponse, je ne sais pas trop quoi te dire. En fait, on a des éléments de connaissance sur la possibilité d'évaluer, mais on voit bien que alors, l'évaluation des risques, elle est quand même faite de façon rigoureuse, mais simplement, la preuve qu'on a un stockage dans le sol durable et des relargages qui font qu'il y a de la pollution chronique ou des effets qu'on n'est pas capable de bien mesurer, tous les effets chroniques, que ce soit sur la santé humaine ou la santé des écosystèmes, on est encore très peu armé pour l'évaluer dans la durée. Quand Charles il disait il faut prendre en compte le coût de l'usage des pesticides, le coût total, on est pour l'instant un des gros gaps qui n'est pas fait en France ou ailleurs, c'est de prendre les coûts sur les effets sur la santé humaine. On a des évidences aujourd'hui qu'il y a des liens entre exposition aux pesticides et risque de certaines maladies, que ce soit des maladies cancer ou maladies neurodégénératives. C'est de plus en plus sur la table. Il y a eu une expertise INSERM récemment qui est sortie. Donc on a de quoi documenter ça. Mais bon, il y a aussi des freins qui sont peut-être d'un autre ordre. Mais en tout cas, cette évaluation totale du coût de l'usage des phytos, il n'est pas fait de façon complète, à mon avis. Donc ça, c'est aussi un autre élément. Mais sur ta question, je suis assez réservé sur le fait qu'on puisse, bien sûr, on pourrait faire sans doute peut-être mieux en termes d'évaluation a priori, mais les molécules qu'on va utiliser en protection des cultures, on peut en sélectionner des moins nocives, des moins dangereuses, des moins accumulables dans l'environnement, mais je pense que la stratégie, c'est quand même de baisser l'usage et d'aller vers des systèmes le plus possible sans pesticides. Ok, merci Pierre. Charles, tu veux peut-être rajouter un mot? Oui, c'est juste pour dire, on sait qu'il y a dans certains cas certaines impasses et que dans ce cas-là, on peut comprendre que ces molécules puissent être utilisées. J'ai donné l'exemple de destruction d'une culture pérenne dans le cadre de systèmes où on souhaite conserver le sol et la vie du sol et l'écosystème sol. Bon, je veux dire, on peut le comprendre. Dans d'autres cas, en fait, et aujourd'hui, la manière dont ces molécules sont autorisées, euh, elles ne vont pas l'être pour un usage très spécifique. Si on a un ravageur cible, etc. Mais en fait, il faudrait que ça soit également, je pense, contraint par d'autres types de pratiques qui sont mises en œuvre dans les systèmes de culture. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire la solution de base, c'est l'application du pesticide. La solution de base, c'est autre chose. Le pesticide peut éventuellement venir en complément. Et dans ce cas-là, on arrivera à fortement réduire les applications. Mais voilà, après, ce que dit Pierre est sur les aspects de coût, c'est-à-dire que au final, cette transformation des systèmes, en fait, ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que en intégrant des modifications agroécologiques, il y ait des bénéfices qui se fassent à l'échelle de l'exploitation pour les agriculteurs et qu'ils retirent un bénéfice, par exemple, meilleure santé du sol, etc., et qu'ils en retouchent un bénéfice sur leur production. Mais sauf qu'en fait, quand un agriculteur va stocker du carbone dans ses sols, en fait, il rend aussi un service à l'humanité. Et ce que je veux dire, c'est que en fait, ces coûts-là, ces bénéfices-là, ils ne sont pas pris en compte. Alors que, au final, c'est-à-dire qu'on demande à ces acteurs-là de réduire leur utilisation de pesticides, mais sans leur donner une contrepartie pour les services qu'ils peuvent rendre. Ça peut être localement, de préservation de la ressource en eau, ou sur du stockage de carbone, par exemple, à l'ensemble de l'humanité. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur ces aspects-là. Merci beaucoup. Je pense que ça, en fait, ça aborde, on en parlera cet après-midi, c'est pour ça que je pense qu'il faut s'arrêter sur les aspects de dialogue sciences, société, politique, mais ça sera abordé. Et donc je propose, merci encore à Pierre et à Charles qui sont à distance et qui ont fait de la place dans leur agenda chargé de la journée. Donc encore merci.